Bonsoir à tous, merci de nous retrouver comme chaque lundi dans Question d'actu. Le 24 janvier 2021 à Tébessa, Warda Hafed, 45 ans, a été frappée par son mari qui l'a ensuite poignardée avec plusieurs coups de couteau devant ses enfants. Elle a été pendant 25 ans victime de violences conjugales. Le 26 janvier 2021 à Alger, Tinhinen Lasseb, 39 ans, assassinée par son mari qui l'a violentée depuis des années. Elle était journaliste à la chaîne TV4 et mère de 2 petites filles. Le 15 février 2021, à Tizi Ouzou, Kenza Sadet, 17 ans, assassinée par son père qui l'avait égorgé, décapité, découpé son corps et en a éparpillé ses membres et brûlé certains dans la forêt de Yakouren. Cette liste macabre des femmes assassinées parce qu'elles sont femmes ne cesse de s'allonger. 54 femmes tuées en 2020 selon un décompte du site Féminicide Algérie et 9 féminicides depuis le début de l'année. La question des féminicides est une question mondiale qui concerne les pays du monde entier, dont l'Algérie. Selon une étude faite par l'ONU en 2019, 87 000 femmes ont été assassinées dans le monde, dont 58% d'entre elles ont été tuées par un partenaire intime ou un membre de la famille. Chez nous, en Algérie, les choses ont évolué pour les femmes sur le plan juridique, mais un fossé persiste entre les textes de loi et les attitudes sociales envers les droits des femmes. Comment qualifier cette violence d'une cruauté indescriptible? Comment sommes-nous arrivés là? Comment agir et quels mécanismes mettre en place pour mieux protéger la femme? Les droits des femmes en Algérie, quel bilan? Nous en parlons ce soir avec nos invités. Nous accueillons sur ce plateau Madame Djourel Hachmi, bonsoir. Merci pour l'invitation. Vous êtes présidente de l'association sociale La Femme Active. Merci d'être présente à Tizi Ouzou. Madame Wahiba Sakani, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes représentante adjointe de l'UNFPA en Algérie, le Fonds des Nations Unies pour la population. Merci d'être avec nous. Merci. Et nous accueillons également Madame Yasmine Benamani. Vous êtes avocate. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, célébration de la Journée internationale des droits de la femme ce 8 mars, loin de tout folklore et esprit de fête. Nous parlons aujourd'hui de la femme et de sa place dans la société. Notre société qui a connu ces dernières années de véritables mutations. Tout le monde n'a pas suivi forcément le même chemin. L'évolution de la femme et sa revendication citoyenne à part entière dans la société n'est pas toujours comprise, pas tolérée. Aujourd'hui, nous assistons à une forme de violence inouïe envers la gente féminine. Qu'est-ce qui se passe dans notre société? Mesdames, quel constat faisons-nous aujourd'hui? Je donne la parole d'abord à Madame Djourel Hachmi. Merci beaucoup. Je pense que le problème qui se pose dans notre société est beaucoup plus moral. Nous vivons une dégradation, malheureusement, parce que à travers l'histoire, ce que nous vivons comme problème dans notre société aujourd'hui, c'est des choses qui existaient rares dans notre société. Je ne sais pas, est-ce que le problème qui se pose aujourd'hui, c'est par rapport à ce que nous avons voulu hériter certaines pratiques et certaines idées qui ne marchent pas avec nos traditions et notre culture. Je pense que c'est vrai que la femme, à travers l'histoire, l'Algérie a été un bastion de femmes leaders, qu'on le veuille ou pas, la femme, à travers l'histoire, en passant par Kahina, Fadmen Soumer, en arrivant aux guerrières femmes durant la révolution algérienne, et je passe par les années 90 où la femme a été une femme debout devant le terrorisme sanguinaire qui a failli mettre à genoux l'Algérie. Heureusement, il y avait des femmes et des hommes qui ont repoussé ce danger, qui a failli mettre beaucoup de... C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de victimes, mais quand même l'Algérie a pu se relever. Mais maintenant, le problème de violence qui s'accentue et qui s'accélère d'une manière atroce et féroce dans notre société, je pense que c'est un problème auquel nous, acteurs société civile, qui prétendent être des acteurs du terrain pour procurer l'assistance, l'accompagnement, l'écoute et autres, c'est le moment ou jamais d'être omniprésent à tous les niveaux pour accompagner cet enfant qui, la fille et l'homme de demain, la femme de demain et l'homme de demain, dès leur jeune âge, pour leur procurer cette culture, cet esprit d'éveil sociétal, du civisme qui va faire des générations montantes. Vous êtes à la tête de l'association sociale Femmes Actives. Est-ce que vous avez remarqué une recrudescence de la violence? Oui. Vous qui êtes à l'écoute de ces femmes? Oui, malheureusement. Oui.
Oui, parce qu'aujourd'hui, avant, les problèmes que vit la femme, c'est des violences dans la famille dues au conflit familial, Ce qui est toujours le cas aujourd'hui. malentendus entre la belle-mère et la belle-sœur, des fois entre le mari. Mais quand il y a un problème dans la famille entre l'homme et la femme, auparavant, il y avait toujours la belle famille qui intervient pour instaurer de l'ordre. Mais aujourd'hui, on a affaire à des familles beaucoup plus nucléaires, comme on les appelle. C'est des familles, le papa travaille, la maman travaille. Donc les deux couples, quand ils rentrent à la maison, il y avait la pression peut-être dans la rue, dans le milieu de travail et tout. Quand il arrive à la maison, il n'arrive pas à régler les problèmes quotidiens. C'est le mode de vie qui a changé aujourd'hui. Les mentalités n'ont pas forcément suivi. On parlait de tradition, on reste encore attaché à de certaines valeurs conservatrices et on n'arrive pas à dépasser ça aujourd'hui. Il y a un décalage entre l'évolution de la société, de la femme dans la société. Certainement, oui, bien sûr. La femme qui vivait il y a 50 ans, c'est plus la femme qui vit en 2021, ça c'est sûr. Il y a l'éducation qui a évolué, il y a des femmes qui sont très éduquées maintenant, il y a la parité au niveau de l'éducation. 75% des femmes, enfin des universitaires. Les universitaires sont là, dans tout c'est-à-dire dans toutes les occupations professionnelles, la femme s'est affirmée. Seulement, ces questions de féminicide, c'est une ça arrive à l'extrême, partie qui arrive à l'extrême, mais la violence existe sous toutes ses formes. Et la violence à l'égard des femmes, c'est une question universelle, ce n'est pas uniquement pour l'Algérie. Et donc, et avec cette crise sanitaire et le confinement, ça a exacerbé la situation. Ça a exacerbé, mais ça a exacerbé dans des foyers où la violence existait déjà. Et donc, c'est pas la crise sanitaire qui a fait éruption que la violence existe. Maintenant, comment la voir et comment répondre? Il y a un cadre légal qui est là. Sa mise en application rencontre des défis. Il faut vraiment que sa mise en application soit effective, qu'il y ait des mécanismes. Et au niveau institutionnel et au niveau de la société civile, il faut qu'il y ait une certaine coordination. Et ce qu'on observe actuellement, c'est que chaque secteur, chaque partenaire ou acteur dans cette prise en charge, que ce soit pour la prévention ou pour la réponse aux victimes, travaille pratiquement seul. Et donc, il faut qu'il y ait des mécanismes de coordination multisectorielle. C'est la seule façon pour que le référentiel, pour que cette femme qui est aujourd'hui victime puisse trouver l'accompagnement, puisse trouver le service dont elle a besoin et que la réponse soit effective. Et donc, c'est vrai qu'il y a les féminicides. C'est tragique, c'est regrettable. Il faut faire, à un certain moment, il faut qu'il y ait, moi je dirais, un dialogue sociétal. Et un dialogue sociétal, ce n'est pas uniquement la société civile qui en parle, mais c'est au niveau aussi institutionnel, que tous les acteurs, les parties prenantes sur cette question viennent ensemble et parler. À un certain moment, la société doit s'auto-évaluer, se regarder et dire qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça. Alors, est-ce qu'on se pose cette question, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne pense pas qu'on se pense beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et les responsabilités sont partagées. Alors la question de la femme est souvent perçue comme une question qui dérange. Ce n'est jamais le bon moment pour en parler. Et pourtant aujourd'hui, un peu grâce aux réseaux sociaux, un peu grâce à ces nouveaux médias où on ne peut rien cacher, on entend parler de ces féminicides et encore les chiffres ne sont pas réellement réels. Il n'y a pas de décompte effectif, il est sous-évalué. Aujourd'hui, vous êtes, vous, avocate, Madame Benamani, vous avez eu à défendre des femmes
qui ont subi des violences, que ce soit harcèlement de rue, harcèlement professionnel ou autre, harcèlement sexuel. Il y a aujourd'hui une recrudescence de la violence en Algérie. Est-ce que vous l'avez remarqué ou quel constat faites-vous aujourd'hui des droits de la femme en Algérie? Est-ce qu'ils sont suffisamment protégés ou pas? D'accord, je vous remercie. Je pense que je suis ici aujourd'hui justement pour vous éclairer un peu sur l'aspect juridique, parce que l'aspect social, économique, personne ne l'ignore. Donc, je ne pourrais pas répondre par un oui ou un non, comme ça, sans passer par des explications, parce qu'il y a un vécu qui a abouti sur des textes de loi qui sont réellement là. Je ne peux que faire ce constat positif, parce que nous ne sommes pas là que pour dénoncer ces points négatifs. Alors, des textes de loi ont été pendus depuis des années maintenant. On commence déjà notre Constitution, vous l'avez annoncé tout à l'heure, elle commence par l'article 37 qui annonce qui consacre l'égalité entre l'homme et la femme. Totalement, le citoyen est égal devant la loi et doit être représenté devant la loi sans prendre en considération la race, le sexe, l'opinion. Donc déjà, vous avez parlé du droit du travail, mais c'est un point positif, on ne peut pas l'occulter. Il y a une discrimination positive au niveau du travail. Peut-être que c'est peu pour une société déjà bien établie, mais ça reste une avancée que nous ne pouvons occulter. Après, les nouveaux textes de loi qui sont là pour diminuer ou réduire des agressions faites aux femmes et la discrimination faite aux femmes ont commencé depuis 2015. Il y a la loi 15-19 qui... C'est là où on nomme précisément les violences conjugales. Tout à fait. Donc ça, c'est tout nouveau. Et puis, on parle de violences conjugales. Il faut préciser qu'on parle des deux conjoints. On parle très, très peu des hommes, mais il y a des hommes qui sont malmenés aussi. Donc, nous sommes devant une loi qui définit maintenant, dans son article 266 bis et 266 bis 1, très très bien les cas où les femmes et les hommes, sont violentés physiquement ou verbalement ou psychologiquement. Donc moi aujourd'hui... Dans l'application, c'est une autre paire de manches. Est-ce que ces textes de loi sont réellement appliqués aujourd'hui? On fait toujours face à la pression de la société. Il y a la clause du pardon qui permet à la femme de se rétracter. Qui permet à la femme de se rétracter. On va rentrer dans les détails. Mais auparavant, je vais vous proposer de regarder ce reportage réalisé par Anslim Ben Saidi qui a notamment rencontré une femme qui a subi des violences. Toutes ces femmes ont un point en commun, elles ont toutes été victimes d'un féminicide. Depuis le 1er janvier 2020, 54 femmes ont été tuées, contre 75 en 2019 et 9 déjà en 2021. Souvenez-vous de Ikram Aïsset, 2 années après sa disparition, sa famille plaide toujours le féminicide. J'ai reçu un coup de téléphone très tôt le matin, me demandant de venir car ma fille Ikram ne se sentait pas bien. Arrivée chez ma fille, je la trouve allongée, dans le salon à même le sol. Inconsciente, j'ai commencé à crier « Ikram, ma chérie, réponds-moi ». Son corps était recouvert d'hématomes. Juste avant de mourir, ma fille m'a dit « Maman, c'est mon mari qui m'a battue ». Ma fille était enceinte. Ikram n'a pas eu la chance qu'a eu Malika. Cette jeune femme a été enlevée en plein milieu de la nuit par son ex-fiancé. Il est venu le 26 octobre à 11h20. Il m'a enlevée brutalement. Avant de venir, il m'a appelé plusieurs fois au téléphone. Je n'ai pas répondu à ses appels. Alors que je descendais avec une collègue, une voiture m'a bloqué le passage. Il est assez grand et fort. Il m'a traîné de force à l'intérieur de la voiture. Il était avec 2 hommes. À ce moment-là, il m'a menacé. Il avait des lames et un couteau en sa possession. Il m'a kidnappée et attachée dans une pièce noire. Le féminicide, ce phénomène qui prend de l'ampleur en Algérie et dont l'une des causes principales est la violence conjugale. Nous sommes ici dans l'un des centres d'écoute relevant de la gendarmerie nationale. Il n'aura fallu que quelques heures pour qu'un appel soit enregistré.
Les éléments de la gendarmerie nationale ont enregistré durant les 9 premiers mois de l'année 2020 6460 cas de violence contre les femmes. Mais les chiffres publiés annuellement par la DGSN et la Gendarmerie nationale ne représentent que la partie visible de l'iceberg. Depuis 2012, les chiffres concernant les féminicides ne sont pas enregistrés. Seule une page Féminicide Algérie a pour mission de recenser ces meurtres et les publier. On fait cette recherche journalière des féminicides dans le but de dénoncer ça, de visibiliser ça et de lutter contre ça. Et aussi de montrer que ce n'est pas juste des cas isolés. Il y a beaucoup de femmes qui sont assassinées et de diverses manières et par leur famille, par leur conjoint, l'ex-conjoint et parfois par des inconnus. Donc c'est aussi pour analyser ce type de féminicide et pour que ces femmes ne tombent pas dans l'oubli. Mais quelles sont les lois qui incriminent cet acte? Si les coups qu'elle a reçus vont lui occasionner un dommage grave, la perte d'un œil, la perte d'un accouchement forcé, alors là, le pardon n'est plus de mise et la condamnation va de 10 à 15 ans. Mais si les coups et blessures en ITT ne dépasse pas la peine de 5 ans, si elle est de moins de 5 ans et c'est d'ITT est moins de 15 jours, elle peut pardonner. Elle peut pardonner et donc l'action tombe, l'action pénale tombe. Une loi qui certes identifie, nomme la violence et la condamne, mais qui prend aussi en compte la clause du pardon. Continuons à militer pour la levée de cette clause qui est un signal en fait, qui est un signal d'impunité à l'agresseur et qui entrave, la plainte, qui n'aboutit pas, parce qu'on pourrait comprendre que la victime qui subit des pressions de la famille, de la société, puisse être amenée à renoncer à sa plainte. Mais le procureur de la République, normalement, devrait et doit normalement continuer les poursuites pour préserver la dignité des femmes. Donc non, il n'y a pas de justification pour les féminicides. Et non, les féminicides, ce n'est pas la faute de la femme. Ce n'est pas qu'une femme a commis quelque chose et donc elle est assassinée. Non, il y a de la misogynie et donc les femmes sont assassinées. Il n'y a pas de politique de prévention et donc les femmes sont assassinées. Pour limiter ça, il faudrait l'implication de toutes. Plusieurs actions de solidarité ont été menées à travers les réseaux sociaux, revendiquant la dignité des femmes et leurs droits, notamment après la mort de Sheima, une jeune femme sauvagement assassinée et brûlée. Les comédiennes se sont appelées entre elles, comme je vous ai dit, on ne se connaît pas tous. Parce qu'on n'a pas eu l'occasion de travailler ensemble ou de se rencontrer toutes, mais pratiquement toutes les comédiennes qu'on a appelées sont venues. Alors il y a eu beaucoup d'aide aussi, les techniciens ont commencé à en entendre parler et dire nous on est là, les hommes et les femmes, j'entends bien, on est là pour la cause, il faut que ça cesse, il faut qu'on fasse quelque chose. Là ça met la société algérienne en danger. Cette accélération de féminicide, de crimes contre les femmes, parce qu'elles sont des femmes, nous met tous en danger, on se mobilise. Dans un collectif qui regroupe plusieurs associations et collectifs et initiatives, dans ma propre initiative qui s'appelle le Journal féministe algérien, c'est une initiative qui essaye de créer un espace à travers les réseaux sociaux pour les femmes, pour le travail des femmes, pour ce que subissent les femmes, pour ce qu'arrivent à arracher les femmes. Lutter contre ce phénomène est un travail de longue haleine, en sachant que l'Algérie ne dispose que de 5 centres d'accueil pour femmes en détresse seulement, majoritairement concentrés sur Alger. Voilà, donc beaucoup de défis à relever. On parlait de cette clause du pardon qui pose problème aujourd'hui. Il faudrait l'abolir aujourd'hui pour permettre des poursuites contre l'agresseur. On ne parle pas d'une petite agression, il n'y a pas de petite agression. Du tout. Justement, le législateur, ici, il différencie dans ces 4 points dans l'article 266 bis
de la moins grave, on va dire, à la plus grave. Donc, comment déjà expliquer à une victime qu'elle peut pardonner ou pas? Ça fait beaucoup parler, cet article qu'il a ajouté juste après, parce que quelque part, il casse un peu son travail de législateur. Ils ont fait un grand bond en donnant l'opportunité aux femmes ou aux hommes, je précise toujours, de déposer plainte parce qu'ils ont été touchés dans leur... parce qu'ils ont été victimes de sévices et de violences physiques, pour cet article-là. Mais après, c'est tout de suite suivi de cette clause où on donne la possibilité à la femme ou à l'homme, généralement c'est la femme, il ne faut pas se mentir, de se rétracter. Et là vient le poids de la société, le poids de l'éducation, le poids de la peur. Déjà, c'est tout un travail d'avancer, de déposer plainte. Écoutez, il y a des femmes de loi, il y a des médecins, il y a des architectes, il y a des personnes qui ont beaucoup étudié et qui se retrouvent victimes de sévices physiques et psychologiques. L'avantage dans cette loi, justement, on ajoute un article sur tout ce qui est harcèlement psychologique qui mettrait la victime dans une situation où elle est dans de l'intimidation, qui toucherait à sa dignité, à sa morale. C'est sanctionné maintenant. Après, vous me direz, est-ce qu'on va jusqu'au bout? J'ai envie de dire oui, excusez-moi, parce qu'aujourd'hui... Pour celles qui ont plus de courage, pour celles qui ont du soutien peut-être. Aussi du soutien de la famille, du soutien des proches. Parce qu'on peut se retrouver du jour au lendemain dehors, il faut un soutien de la famille, un accompagnement est nécessaire. Vous parliez de ce soutien, est-ce que la femme aujourd'hui va dénoncer les mécanismes qui puissent la protéger pour arriver à dénoncer? Est-ce qu'il faudrait mettre d'autres mécanismes autour? On parle de 5 centres uniquement qui prennent en charge les femmes en détresse. La femme aujourd'hui se rétracte aussi peut-être parce qu'elle n'a pas où aller, elle a des enfants, n'a pas de travail, n'a pas de salaire, n'a pas de revenus. Comment mieux protéger aujourd'hui la femme? Parce qu'elle a peur du regard de la société. Aussi le regard de la société. Je pense que maintenant la femme doit en premier lieu connaître ses droits, connaître le cadre légal qui la protège. Ça, c'est déjà un premier pas et ce n'est pas le cas de toutes les femmes. Quand elles arrivent dans un centre d'hébergement ou un centre d'accueil, en général, elles sont un peu perdues, elles ne savent pas ce qu'elles... Il n'y a pas l'accompagnement nécessaire. Et il faut qu'il y ait l'accompagnement nécessaire. Maintenant, cet accompagnement, si elle est dans un centre qui est pris en charge par une association, on va l'orienter, on va l'accompagner vers les structures. Elle doit savoir comment aller porter plainte. Elle va devoir aller vers un poste de police ou de gendarmerie. Et déjà, ça bloque déjà ce niveau-là. Et là, souvent. Et là, est-ce qu'elle est assez courageuse, forte pour aller faire quand elle ne se laisse pas dissuader déjà au niveau du poste de police. Et après, tout le processus s'engage. Après, vers la justice. Et souvent, c'est là où elles risquent de se rétracter à toutes les étapes parce qu'elles ont peur, il y a toute la société qui est derrière. Le regard, le regard et tout ça. Moi, je voudrais parler de quelque chose que j'ai vu dans ce film. C'est vrai qu'on retrace tout ça, mais où sont les hommes? Où sont les hommes pour en parler? Est-ce que tous les hommes algériens sont violents? Non. C'est impossible. Donc, il faut à un certain moment engager l'implication des hommes et l'implication des garçons au niveau de l'école, que ça commence à les sensibiliser, à les informer. Quels sont les mécanismes en place? On dit souvent que ça commence dans la cellule familiale, que le mauvais départ commence à ce niveau-là. On dit souvent que la femme est l'ennemi de la femme parce qu'on éduque son garçon d'une différente manière que la fille. Moi, c'est mon opinion personnelle. La condition de la femme doit changer avec la femme. Est-ce qu'en la sensibilisant, justement, l'informant sur tous ses droits, cela pourra changer? Moi, tout ce que j'ai à dire tout à l'heure, Steva a bien dit que la femme a peur de déposer plainte. Non, je pense que la femme, d'abord, elle ne connaît pas très bien, même si elle est cadre, elle ne connaît pas très bien ses droits. Parce que dans le milieu qu'elle fréquente, peut-être elle évite de parler de ses problèmes à des connaisseurs, à des spécialistes, à des personnes qui sont censées lui procurer des conseils qui lui seront bénéfiques dans le moment opportun. Par exemple,
exemple, nous, dans la cellule, ce n'est pas toutes les femmes que nous accompagnons sont des SDF, sont dans des foyers. Au contraire, c'est des femmes qui se trouvent dans leur famille. En premier lieu, elles sont effectivement, en premier lieu, elles ont peur, elles se sont manifestées, sont dirigées chez nous, elles ont appelé des fois, sont passées par la radio, par d'autres associations qui les orientent vers nous, ou bien c'est des femmes qui ont su garder les prospectus que nous avons distribués durant nos passages dans les villages et les campagnes de sensibilisation sur les plages. Elles viennent et puis nous, à travers le dépistage qu'on fait au niveau de la cellule d'écoute, une parenthèse, le matériel, le projet de la cellule d'écoute, nous l'avons... Qu'est-ce que vous encouragez aujourd'hui? L'autonomisation de la femme, c'est important, donc la rendre autonome. La femme doit être au courant, il faut qu'elle se met au quotidien, elle doit être à l'écoute de tout ce qui est autour, de tout ce qui se dit et se parle sur elle, parce que c'est son avenir. Attention, la santé de la société ressort de la bonne santé de la femme, elle doit être vigilante, elle doit être... Il faudrait qu'on lui permette de sortir déjà de son foyer. Les cas, pardon, je continue ça. Les femmes qu'on reçoit, la majorité, c'est des femmes qui travaillent. Donc le fait qu'elles sortent, donc elle peut, au lieu d'aller voir un galage, à mon avis, je préfère qu'elle se dirige vers un bureau de consultation juridique ou bien une association pour trouver des réponses à des questions posées ou à un problème. Donc, peu importe le niveau intellectuel ou la classe sociale de la femme, elle est fait face aux violences. Je pense qu'il s'agit, en tant qu'avocate, je pense qu'il s'agit d'un déclic. Parce que ces femmes-là qui viennent de toute classe, il ne faut pas oublier, il y a des femmes marginalisées plus que d'autres. Donc il y a les femmes autochtones, les immigrantes, les pauvres. Ce sont des classes qui sont encore plus touchées et qui exactement donc vulnérables psychologiquement aussi. Elles peuvent être lettrées, travaillant et tout, mais subir des pressions autres. Donc je dirais que des professionnels, il y en a. Donc, dans chaque secteur. Donc, il faudrait tout d'abord s'orienter vers un avocat ou une association. C'est la première chose à faire. Quand la famille n'est pas là, et même quand la famille est là, il faut aller voir des professionnels. Après, il y a ce soutien au préalable qui devrait... qui est très important, parce qu'une femme se retrouvant dehors, souvent avec des enfants, sans travail, ou même avec un travail, il y a ce poids de la société qui est toujours là. Il y a des idées misogynes très ancrées, très enracinées. Donc, pour éviter ce féminicide, ou du moins le réduire, peut-être commencer par voir la question du féminicide comme une question à part entière. Déjà, la visualiser et accepter que ça existe. Parce que beaucoup de personnes, hommes ou femmes confondus, pensent que le féminicide n'existe pas en Algérie. On parle souvent, justifie le féminicide. On parle de crime d'honneur, c'est-à-dire que la faute revient toujours à la femme. Tout à fait. Et c'est ancré dans les mentalités. Ou bien on le fait carrément rentrer dans une autre case d'homicide, un meurtre, c'est tout. Alors que tout à fait, alors que ces femmes sont tuées pour leurs conditions de femmes. Donc l'appellation elle-même devrait être expliquée. D'où le conflit maintenant. Vous nous avez montré là une vidéo des jeunes comédiennes et moins jeunes aussi qui ont eu le courage quand même de tourner une... Oui, beaucoup de courage, hein, parce qu'elles n'ont pas été... cette initiative n'a pas été vraiment accueillie favorablement, hein, surtout sur les réseaux sociaux. Dès qu'on parle de la femme, on est tout de suite insulté, on est tout de suite... on fait face à toutes sortes de violences verbales. Aujourd'hui... on l'a vu, hein, il y a eu même des campagnes sur les réseaux sociaux, Plastic Fil Cousina, c'est-à-dire qu'on a une image réductrice de la femme, alors que la femme est présente dans tous les domaines, dans tous les secteurs, à tous les niveaux. Peut-être qu'elle n'accède pas forcément à tous les postes hiérarchiques en nombre, mais elle est aujourd'hui présente. Elle est omniprésente. Mais ce regard sur la femme n'a pas changé. Je voudrais rebondir si possible sur cette vidéo parce que en tant qu'avocate, je suis un petit peu proche de cette situation, vu que un collectif d'avocats a représenté ces femmes comédiennes et j'en fais partie, pour ce qu'elles ont
reçu comme représailles suite menace. Oui, bien sûr, c'était très virulent. Donc peut-être que je salue le travail de ces comédiennes, mais peut-être qu'elles auraient dû, elles aussi, demander conseil à des professionnels avant de se lancer. Leur vidéo est magnifique, mais ce n'est pas perçu de la même façon. Il fallait peut-être annoncer ou là comme ça pour une déclaration pour expliquer ce qu'elle... Justement, ça a été très mal perçu, même par des femmes. Ce qui me choque, c'est que même des femmes ont mal vu cette vidéo qui reflétait une réalité. Qu'on le veuille ou non, elle est là. Voilà. Ça ne touche pas à toutes les femmes, mais en grand nombre, si. Donc ces femmes-là, qu'est-ce qu'elles ont reçu en échange? Des menaces de mort, des insultes, des courriers. Et puis là, c'est en instruction et c'est une affaire qui fait parler d'elle. Et malheureusement, ça bloque les autres secteurs qui auraient dû suivre. Il y a les corps de médecins, il y a les corps de pharmaciens, les écrivains. Le soutien est rompu. Après, on a peur de soutenir cette cause. Tout à fait. Oui. C'est pour ça que je voudrais revenir sur la prise en charge. La prise en charge, chaque secteur a sa... Mais comme chaque secteur travaille en silo, si vous voulez, chacun dans son côté. Mais si on avait disons, comme beaucoup de pays l'ont adopté, un protocole, ce qu'on appelle un protocole de prise en charge nationale, qui définit clairement ce que la justice fait, ce que les corps constitués font, la police, la gendarmerie, ce que le secteur de la solidarité fasse, et qu'il y ait une certaine coordination, un certain référentiel, des mécanismes de référence qui sont mis en place, y compris avec du signalement qui n'existe pas chez nous déjà. Et donc, avec une exploitation des données qui existent, et actuellement, on se repose que sur les données de la DGSN ou de la gendarmerie. Mais est-ce que ces données, c'est des agrégats, c'est un nombre? 6 000, 7 000, c'est sous-évalué. Est-ce que ces données sont exploitées pour comprendre des études sociologiques, les causes sous-jacentes et des études sociologiques. Avoir un programme qui réponde? Alors parmi les mesures qu'il faudrait peut-être améliorer au niveau judiciaire, je parlais de ce signalement, c'est que pour l'exemple de Sheima Allah yarhamha avait été torturée, 19 ans, tuée et brûlée par un repris de justice et qu'il avait violée en 2016 quand elle avait 15 ans, et quand il est ressorti, il a commis son forfait, il a fini par l'assassiner. Il n'y a pas de signalement, de suivi de ces violeurs. Il n'y a pas de fichier où on puisse retrouver toutes ces listes de malheureusement non. Des récidivistes. Justement, malheureusement, pour les récidivistes, ils ne sortent pas tout de suite de prison, c'est clair. Mais le malheur est là, c'est qu'il n'y a pas un réseau établi au niveau national qui permettrait de ficher ces personnes-là. Et puis de les déclarer comme étant personnes dangereuses, à les faire suivre par des psychiatres ou psychologues. On devrait les mettre dans des cellules spécialisées. Ça ne voudrait pas dire leur interrompre une forme de vie, mais au moins les mettre hors de danger. Oui. Chose qui n'est pas faite. Chose qui n'est pas faite aujourd'hui. Il y a des mécanismes nécessaires à apporter. Alors à partir de 2005, de la révision du Code de la famille, bien que celui-ci soit jugé encore très inégalitaire, il y a eu d'autres évolutions dans le domaine politique où on intègre les femmes dans les assemblées élues, bien que le nombre en 2017 est moindre qu'en 2012. Il y a eu une baisse pour la nouvelle loi électorale. On verra comment cela va se passer. La protection des droits de la femme ont été constitutionnalisés. Le dernier amendement incorpore les droits importants supplémentaires au profit de la femme, notamment en matière de lutte contre la violence à son égard et la prise en charge des femmes violentées. Mais entre ce qui est écrit et ce qui est appliqué, il y a un article spécialement pour ça. Un grand fossé. Il y a un article pour cela. Mais au niveau de la cellule familiale du Code de la famille, que beaucoup trouvent inégalitaire, une question tabou dans notre société, on en parle avec beaucoup de prudence. Comment juger aujourd'hui ces inégalités? Est-ce qu'il faut l'abroger ou pas? Ça, c'est une question très personnelle parce que nous sommes régis par la charia. Voilà, comment concilier les deux aujourd'hui parce qu'il y a une évolution de la société. Justement, ces textes de loi qui ont été complètement sortis d'une charia qui était contextuelle, si je puis dire, parce que les choses ont beaucoup évolué, les femmes travaillent
travaille beaucoup aujourd'hui, au même Alors, titre on parle que de la les hommes. répudiation, on parle de tuteur de la femme mineure à vie, on parle de l'héritage, on parle de beaucoup de questions qui fâchent aujourd'hui. Enfin, peut-être la question de l'héritage qui, pour le moment, ne sera pas touchée, ça c'est sûr, mais il y a beaucoup de questions qui ont été revues. Le divorce de la femme par le fait elle-même, oui, la garde des enfants et la tutelle, non, il y a des points positifs. Il y a aussi la possibilité de se marier seul après avoir divorcé, c'est-à-dire le tuteur n'est plus obligé. Enfin, il y a la possibilité aussi de revoir certaines questions lors du mariage. Après, les grandes questions qui touchent à l'héritage ne sont pas du tout à l'ordre du jour, je vous l'avoue. Il y a des abolitionnistes du Code de la famille, mais ils ne sont vraiment pas écoutés. Aujourd'hui, on a du mal à parler de cette question, toucher à tout ce qui a un aspect religieux, c'est pas possible? Ça dépend. D'une famille à une autre, il y a peut-être des familles qui sont quand même modérées, donc on ne rencontre pas ce genre de problème. Il y a quand même des familles. Aujourd'hui, on trouve la majorité lutte pour la démocratie. Or, quand il s'agit d'héritage de la fille dans la famille, point barre. Oui, donc, parfois on l'évince complètement, mais alors que la fille devait être prise en charge à l'époque par son frère ou par... D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle héritait moins que son frère, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. On les retrouve parfois dans la rue. Avant, on connaît des familles qu'on dit conservatrices. Quand la fille divorce, elle a toujours une part, elle a une parcelle de terrain pour lui construire une maison. Mais depuis que la civilisation commence à progresser dans notre société, je pense que ce côté a été malheureusement écarté du point de vue d'égoïsme ou d'égoïsme ou bien je ne sais pas, mais tout simplement ici dans notre société, l'héritage, c'est pas du jour au lendemain qu'on pense qu'on va trouver la fille obtiendra la parité d'héritage. Alors là, quand il s'agit d'une fille unique dans un foyer, dans une famille, dès que les parents décèdent, c'est toute la famille qui intervient pour prendre l'héritage. Tout ça, nous personnellement, moi personnellement, en tant que maman, je souhaite à ce que quand il y a une seule fille dans une famille, elle a le droit, s'il a dit héritière de ses parents, personne n'a le droit de toucher à sa part d'héritage. Quel que soit le nombre d'individus, bien sûr. Il y a un décalage aujourd'hui entre la Constitution et le Code de la famille, puisque la Constitution donne l'égalité, reconnaît l'égalité entre l'homme et la femme. Oui, exactement. Et il y a un article qui est très important à considérer. C'est un article qui est sur la protection et la promotion et la prévention de la violence. Donc ça, c'est important. Maintenant, le Code de la famille, c'est vrai qu'il y a des manquements, qu'il y a des choses à améliorer et que c'est un travail de longue durée, comme le dit Madame Benami. C'est par exemple la femme qui divorce n'a pas le droit de se remarier au risque de perdre la garde de ses enfants. Non, ça aussi il faut apporter. Non, ça n'a pas été aboli, mais justement, je pense que les femmes ne connaissent pas leurs droits. Justement, sur ce point-là, je rebondis parce que les femmes, on ne leur enlève pas automatiquement la garde de leurs enfants parce qu'elles se remarient. Il y a une enquête et maintenant, je dirais même, je m'avancerai en disant 95% des femmes gardent leurs enfants, même si elles se remarient, parce qu'on prend en considération l'enfant. L'intérêt de l'enfant. Exactement. Bien sûr, il y a beaucoup d'excès de zèle des administrations. Parfois, on demande des papiers qui ne sont plus nécessaires, comme l'autorisation parentale pour même inscrire l'enfant au sport, à l'école, ouvrir un compte bancaire. Le droit de garde est suivi par le droit de tutelle. Donc, la femme oui, ça, c'est pour le cas des... Donc, on n'a pas à lui je parle d'une cellule familiale. D'accord. Généralement, les difficultés, parfois, c'est aussi dû à un manque de connaissances claires de ce qui est dans les écrits, dans les lois et dans les... Alors, comment agir face à tous ces clichés, ces stéréotypes aujourd'hui? C'est d'abord une question d'évolution des mentalités. Oui. Alors, même si nous avons beaucoup évolué, je veux toujours rester sur des points positifs parce que sinon on n'avancerait pas. Donc, même si les mentalités ont beaucoup avancé, on parle ici de grandes villes ou de la capitale, mais il y a l'Algérie profonde qui n'est absolument pas touchée par ces avancements. Et puis même ici, donc, créer des cellules de sensibilisation, aller plus dans la prévention que dans la répression par la suite, donner la possibilité à ces femmes d'avoir plus d'accès à des centres, faciliter la communication
L'accès à l'information. Tout à fait, tout à fait. Et puis, pour ce qui est des violences, franchement, il y a assez d'arsenal juridique pour déposer plainte et pour aller jusqu'au bout. Je ne dis pas que c'est une paire de manches très facile, mais il faut aller jusqu'au bout. Et aujourd'hui, ce qui manquerait peut-être, c'est les mécanismes pour protéger le témoin, la femme. Déjà en amont. Et puis, qui porte plainte. Je voudrais donner une note aujourd'hui. C'est un exemple vivant. Aujourd'hui, un verdict d'une affaire qui est passée que j'ai j'en perds mes mots, que j'ai suivi, et où le verdict était excellent pour un 8 mars. Franchement, c'est une belle avancée. Nous avons appliqué l'article qui parle de l'intimidation de l'homme envers son épouse pour lui extorquer de l'argent ou un bien. D'accord. Et aujourd'hui, nous avons eu... Le verdict est tombé en faveur de la femme, Pas que, mais aujourd'hui, franchement, pour moi, c'est une belle journée parce que nous avons réussi à condamner cette personne, à avoir un mandat d'arrêt contre cette personne. Et franchement, c'est pas rien, alors que les femmes ont très, très peur d'aller sur ce terrain. Voilà. Alors, quand c'est physique, c'est apparent, c'est peut-être plus facile, mais quand c'est moral, c'est psychologique. C'est très difficile à prouver. Et nous nous retrouvons de victimes à accuser devant la barre. Donc, voilà. Vous aviez parlé, pardon, oui. D'ailleurs, c'est pour ça que nous appelons à ce que l'expertise psychologique doit être prise en considération par le législateur. Parce que nous avons remarqué que beaucoup de femmes subissent une mort lente. Donc, elles subissent une pression et tout. Grâce peut-être à cette expertise psychologique, ils vont déterminer que la souffrance de la femme est énorme. Surtout, il y a des femmes qui ne se révoltent pas, qui ne réclament pas. Peut-être grâce à cette expertise, ils vont alors gain de cause, parce qu'aujourd'hui, l'harcèlement moral subi par les femmes, il ne se limite pas au mari. Il se dans le milieu professionnel. Au milieu professionnel. Donc, il y a aussi le rôle des syndicats qui doivent s'impliquer dans ce sens. Un syndicat qui ne prend pas en considération qui est la cause du mal d'un travailleur, même s'il n'est pas son adhérent, je pense que ça c'est une entrave à son rôle de syndicaliste. Donc c'est le moment ou jamais à ce que chacun de nous, partis politiques, société civile, syndicats, bien sûr les médias et les réseaux sociaux, il y a des pages officielles sur les réseaux sociaux, travaillent dans ce sens pour que chacun agisse dans son camp pour apporter des solutions, parce que la prévention est mère de sûreté. Oui, la prévention, c'est important de le préciser. Vous vouliez intervenir sur une question? Oui, moi je voudrais ajouter à ce que Madame disait, c'est donner toutes les chances aux femmes de s'autonomiser. Si elles ont une bonne éducation, si elles ont une profession, si elles sont économiquement indépendantes, si elles connaissent leurs droits, elles peuvent agir, se défendre et agir. Et ça, l'autonomisation des femmes est très importante. Il n'y a pas que l'éducation, il y a aussi sur le plan santé. Si elles ont toutes leurs... Puis santé mentale aussi. Santé mentale et physique. Pas de fléau, il y a le pervers narcissique, ce phénomène qui remonte à la surface. Aujourd'hui, on n'en parlait pas parce qu'on ne savait pas ce que c'était. Si elles ont toutes leurs capacités physiques, elles peuvent venir et demander de l'aide et se défendre. Et vous parliez, c'est bien de parler de la sensibilisation de la femme. Vous me parliez tout à l'heure d'une enquête que vous meniez sur les attitudes des femmes face à la violence. C'est l'enquête mixte qui est faite tous les 5 ans par l'Algérie, avec un appui de l'UNICEF et du Fonds des Nations Unies pour la population. C'est ce qu'on appelle une enquête à indicateurs multiples. Et une des questions dans cette enquête, c'est de demander aux femmes en âge de procréer, 15-49 ans, de leur demander de voir leur attitude par rapport à la violence. Et on leur pose cette question. Et en 2012-2013, l'enquête Mix 4 a démontré que 59% des femmes trouvaient qu'il était tout à fait normal qu'un mari batte sa femme pour plusieurs raisons, dont 9 raisons. Elle lui a manqué de respect, elle n'a pas respecté sa famille, elle a fait ceci, cela. 9 raisons que je n'arrive pas à retenir. En 2019, elle a été faite parce que c'est tous les 5 ans. Et donc, ce pourcentage est redescendu à 44%.
Et on s'est félicité, c'est dit ok, de 59 à 44%, avec toute la communication, la sensibilisation, le plaidoyer, ce pourcentage est descendu. Pour les violences physiques, seulement pour les violences verbales, il est de 64%. Ça veut dire que ces femmes en âge de procréer 15-49 ans trouvent tout à fait normal encore qu'elles se fassent insulter, qu'elles se fassent diminuer, rabaisser. Et ça, c'est inacceptable. Ça démontre qu'il y a encore du travail à faire. Et comme le disait Madame, c'est vrai que dans les grandes villes, il y a beaucoup de choses qui se font, mais il faut aller vers les profondeurs, pour voir toutes les disparités territoriales, le monde rural, comment que les femmes vivent cette situation. Alors vous, justement, Madame Hachmi, vous faites dans la sensibilisation pour les femmes rurales. Au contraire, vous êtes en train de dire que dans les milieux urbains, éloignés, on va dire, il y a beaucoup plus, un peu plus du respect dans les villages. Nous avons l'honneur de sillonner plusieurs villages dans la wilaya de Tizi Ouzou. On est très bien accueillis, on a organisé des communications destinées aux femmes dans les villages. Il faut voir le degré d'éveil qui est chez les villageoises. C'est des femmes qui respectent l'autre, il y a un respect mutuel entre l'homme et la femme. Peut-être il y a des spécificités, il y a des personnes, des cas, mais pas toutes. On trouve le respect. On a sillonné des CEM et des lycées. Donc quand on rentre dans un lycée, dans un milieu rural, on est très bien écouté, la communication se passe très très bien. C'est le contraire des places urbaines où il y a beaucoup de brouhaha, on ne nous écoute pas, il y a un manque de respect. Il y a aussi le langage vulgaire qui est dans la rue aujourd'hui, chose qui n'existe pas dans les villages. Donc attention, il faut on est sur les notions de valeur, de respect, effectivement, le respect la villageoise, les femmes rurales, aujourd'hui, elles ont su préserver les anciennes traditions et elles commencent à s'adapter aux nouvelles modes civilisationnelles, mais tout en préservant ces valeurs. Parce que nous avons dit à maintes reprises, tellement nous avons voulu avancer, nous avons reculé, nous avons constaté que chez les femmes dans les villages, que c'est des femmes qui pensent avant de faire un pas, qui analysent au mettre le pas, et la majorité des cas que nous avons reçus, c'est des femmes courageuses, c'est des femmes des villages, tandis que les femmes de la ville qui se trouvent, c'est des femmes fonctionnaires, cadres, elles trouvent toujours des difficultés à sortir de cet isolement et de cette peur de se voir par ses compatriotes, comme quoi elle a des problèmes. C'est ça notre défaut. Quand on a un problème, on n'est pas condamné à le garder pour nous-mêmes. On a un problème. حتى في الشريعة قال لك ذل الله من ذل نفسه. ربي ما قالناش خليوا رواحتكم مذلولين pour une éternité. Il ne faut pas qu'on se cache derrière la religion. La religion ne demande pas de se jeter dans la mer ou de se jeter dans un comportement, c'est du respect, dans un feu. C'est des valeurs. C'est en respectant le cadre logique, mais en avançant d'une manière à développer tout ce qui est scientifique, civilisationnel, pour avancer doucement mais sûrement. Très bien. Je voudrais répondre à Madame pour qu'il n'y ait pas d'amalgame. Donc il n'y avait rien de péjoratif en parlant des femmes. On parlait de l'accès à l'information. Justement, voilà, nous parlions plus de l'accès à l'information plutôt que des valeurs de ces femmes-là, parce que c'est un fait. Il y a une dégradation des mœurs. Des deux côtés, qu'on le veuille ou non, nous, en voulant trop ressembler à l'Occident, nous nous sommes un peu perdus. Donc, au lieu de suivre tout ce qui est positif qui pourrait être apporté de l'autre côté, nous sommes un peu assis entre l'Europe, l'Occident en général, et puis le Maghreb. Donc, il y a cette déresponsabilisation. Oui, il y a un malaise. Et puis, je comprends ce que Madame dit, parce que ces femmes-là ont su s'asseoir sur certaines valeurs et bien sûr, irréprochables. Et puis, elles prennent beaucoup sur elles, d'où le problème peut-être qu'elles ne sont pas assez conseillées pour savoir que l'un n'empêche pas l'autre. On peut être des femmes de valeur
étant fonctionnaire ou Oui, femme, femme au foyer, autonome, voilà. tout à fait, tout en étant autonome, respecter cet homme, et puis en même temps avoir cette autonomie et le refus d'accepter qu'on soit maltraité, verbalement ou physiquement. Voilà. Alors il nous reste 2 minutes, le débat aurait pu se prolonger encore. On va parler de la femme dans le milieu professionnel. Les femmes sont présentes en force dans les universités, on disait tout à l'heure 75%, taux de réussite à plus de 60%. Elles sont présentes dans tous les secteurs. Par contre, sur le plan de l'employabilité, elle est moindre, elle n'a pas forcément accès au poste de responsabilité, exactement. Comment l'expliquer aujourd'hui, de direction, oui. C'est ce qu'on appelle le leadership féminin. Et ça doit être encouragé. Ça doit être encouragé en donnant les mêmes chances, les mêmes opportunités aux hommes qu'aux femmes. Il y a un leurre sur ça, il y a un leurre parce qu'on parle de chiffres, on parlait de parité, de quotas. C'est vrai que les femmes sont plus présentes dans des métiers où on ne les retrouvait pas, la gendarmerie, la police et tout. Par contre, l'accès aux postes importants est toujours fermé aux hommes, aux femmes, et puis par les hommes. Du coup, peut-être aller de l'avant et insister sur le changement sur ce point-là aussi. Une lutte devrait se faire à ce niveau-là, Madame Hachmi. Un dernier point que je voudrais aborder, c'est vraiment la communication. Et vous avez parlé de la sensibilisation. On parlait du rôle des médias aussi. Oui, et le rôle des médias. Et je pense qu'en adoptant des produits innovants, l'art, on a parlé, on a vu les actrices faire leur... Mais il y a aussi beaucoup de... On a fait par exemple une BD. Alors la BD, elle est dans la discussion des aspects égalitaires entre hommes et femmes. Et qu'est-ce qu'une femme et un homme peuvent partager au niveau de la cellule familiale. Et c'est quelque chose qui aborde plusieurs choses. La santé, le milieu professionnel, tout ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on va distribuer. Et on a eu beaucoup, il y a eu des chansons, il y a eu des spots, il y a eu des vidéos. Sur notre page Facebook, on peut retrouver. Et donc, c'est important. La communication, il faut la cibler, il faut être subtil, pour ne pas trop déranger. Il faut savoir les messages qu'on doit apporter. Excusez-moi. C'est très important. Et pour la communication, déjà, vous communiquez pour les autres, et puis il faudrait une communication entre ces hommes et ces femmes. Ça serait mon point de fin, en disant que peut-être favoriser une communication pour diminuer ce fossé qui se crée entre les hommes et les femmes, qui pourrait très très bien cohabiter. Et puis cette banalisation de la violence aussi. Quand on voit une femme se faire agresser dans la rue, personne n'intervient. On justifie toujours en disant que c'est le père, le frère, le mari, ces choses normales. Il faut que déjà cette femme se révolte. Il ne faut pas qu'elle accepte de se faire agresser. Il y a des hommes qui se révoltent dans la régie. Et à maintes reprises, moi personnellement, il m'est arrivé de les défendre, mais elle reste bouche bée, elle ne bouge pas. Donc quand elle n'agit pas, donc on ne peut pas la suivre, la protéger tout le temps. De toute façon, moi, à mon avis, la femme a... Mais on arrive à justifier. Je tiens à préciser qu'il y a des hommes qui se révoltent dans la régie, qui nous disent non, nous, on est là, quand on voit des actions pareilles, on agit. L'implication des hommes, il faut venir en avant et dire non à la violence. Parce qu'il n'y a aucun féminicide, aucun cas de violence n'est acceptable. C'est ça. C'est ce qu'il faudrait inculquer dès le plus jeune âge dans les écoles et informer les femmes surtout sur leurs droits. Informer les femmes et faire agir les hommes. Mettez-vous en amont et dites que c'est pas... On n'est pas dans la concurrence. On n'est pas dans la concurrence. On est à égale opportunité, égale chance. Partenaire de l'homme. La femme, c'est la colonne vertébrale de la société. La bonne santé de toute la société ressort de la bonne santé de la femme. Donc, si on veut réellement avancer, on doit protéger cette partie importante dans la société. Mais c'est à la femme de le faire. D'abord, elle doit s'imposer, elle doit prouver de plus en plus sa place, comme l'ont fait nos aînés à travers l'histoire. Il faut qu'elle fasse de son mieux pour éduquer les garçons de manière parce que l'éducation, c'est à nous
de l'instaurer dans la famille. À ma connaissance, depuis mon jeune âge, et tous les membres de ma famille que je connais, ils disent que la femme, c'est la base de l'éducation. L'homme, il instaure de l'ordre quand il s'agit d'une question. Non, je ne parle pas de l'autorité. Moi, je dis, quand il voit son enfant, on commence à dévier. Je ne parle pas de la femme, parce que le respect doit exister entre les deux. On a une vision biaisée un petit peu de l'éducation des garçons et des filles. Un dernier mot. Un dernier mot. Moi, je tiens à remercier quand même les femmes et les hommes qui nous ont soutenus jusque-là, parce qu'il y a des hommes qui nous soutiennent dans notre combat. Voilà. Merci. Un dernier mot, Madame Sakani. De dualité, au contraire. Dualité, c'est pas une concurrence, c'est quelque chose pour avoir des chances vraiment égales. Et qu'aucun cas de violence n'est acceptable. Surtout, bannir toute forme de violence verbale, physique ou psychologique. Vraiment, c'est... Merci mesdames, merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Très bonne fin de soirée sur Canal Algérie, à très bientôt.